En fait, j'ai fait un appel aux volontaires. J'étais en Tanzanie, j'ai dit il y a des actions à réaliser, il y a des maisons où dormir, qui veut me rejoindre? Il y a 12 personnes qui sont venues, parmi lesquelles celle qui est devenue par la suite mon épouse. Je vais être le sans domicile fixe le plus utile au monde, qui va essayer de servir le plus grand nombre de gens possible. Je me pose la question, qu'est-ce que je sais faire? Je sais filmer, je sais poser des questions, donc je vais mettre à disposition mes compétences auprès d'associations. Je leur dis, voilà, moi je veux pas d'argent, je veux juste de quoi manger et un toit. Mais dis-moi, mes amis qui ont 40 ans passés, ils ont deux types de regrets, les célibataires. Première forme de regret, ils regrettent de ne pas avoir été plus indulgents avec les femmes. Parce que chaque fois qu'une femme rentrait dans leur vie, ils commençaient à la critiquer. Non mais elle est comme ci, elle est comme ça, elle a... Deuxième forme de regret, 40 ans passés et ils n'ont pas d'enfants. Ça, Najib, t'en fais ce que tu veux. On arrive en haut de la cascade, on nage, on rigole, on se dispute, on fait la bagarre. Je redescends, je me dis, il faut que je rentre en France et que je me marie, c'est pas possible. Moi, mon rêve, c'était la cuisine. Et c'était très dur parce que je visais pas du tout le bac. Et ça a été sur motivation et conseil et surtout l'accompagnement de mes frères et sœurs que mes parents m'ont laissé partir dans un lycée hôtelier à l'âge de 14-15 ans. Parce que c'était pour nous, les familles issues de l'immigration, interdit de ne pas avoir son bac. Il fallait que tu aies ton bac. Et après, tu pouvais penser à ton permis. Et moi, j'ai eu ce bonheur d'avoir eu deux grands frères, deux grandes sœurs qui n'ont pas fini dans les branches dans lesquelles ils étaient à la base. Donc, en fait, pour dire, laissez-le faire ce qu'il aime. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis très heureux. J'ai trouvé ce stage en Indonésie via les réseaux sociaux. Et j'étais la dernière personne de ma promo à trouver un stage. Et c'est via les réseaux sociaux, une amie, entre guillemets, Facebook, que je trouve ce stage. Donc je me dis, mais moi, si j'ai été bloqué et que la clé, elle a été dans les réseaux sociaux, en partageant ce que je vis sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va débloquer plein d'autres gens. Si là, tu devais regarder dans le miroir, petit Najib, quel conseil tu lui donnerais au moment où il n'a pas mis son petit grain de sel? Salam alaikum, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Grain de Sel. Moi, on change de décor, j'aime bien un peu bouger. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai un nomade, ou bien un vagabond, ou bien un fantassin qui tire ses flèches d'amour sur les premières personnes qu'il a vues et avec qui il mène de belles entrevues. C'est un frérot que je suis depuis un bon moment, depuis ma quête de positivité, et je kiffe. Vous savez que moi, j'invite que des gens que j'aime bien. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Humanaj. Salam, ça va comment, frérot? Walaikum. Voilà, une petite présentation, mais qui mieux que toi qui pourra se présenter? Alors, si tu peux te présenter. Alors voilà, de façon un peu conventionnelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? De façon un peu conventionnelle. Je m'appelle Najib, j'ai 33 ans, je suis marié, praticien en psychothérapie. D'accord. Et en tant que praticien en psychothérapie, justement, j'essaie à chaque fois d'enrichir ce bagage de compétences et de connaissances par l'expérience terrain. L'expérience terrain, soit à travers des missions solidaires, humanitaires, aller visiter, aujourd'hui on est au Maroc par exemple, donc aller visiter les populations sinistrées du tremblement de terre qui a eu lieu il y a un an. Je crois que c'était Ouais, il y a un an pile, et quelques jours. pour voir comment est-ce que eux traversent les épreuves, les questionner sur leur résilience, la foi, l'amour, tous ces aspects-là qui vont venir enrichir ce bagage que je vais déployer dans le cadre des psychothérapies. En parallèle de ça, il y a d'habitude ces One Human Show qui sont l'occasion pour moi d'enregistrer le témoignage des gens qui viennent via les réseaux sociaux. Donc c'est un one-man show, mais comme moi j'ai rien de particulier à partager, si ce n'est la sagesse des autres, les gens viennent sur scène et c'est eux qui parlent pour partager ce qu'ils ont dans le cœur. Dernière partie de tout ce que je fais. Au-delà d'être auteur, j'écris de la poésie. J'aime beaucoup la poésie. J'ai écrit et publié, je crois, 6 ou 7 livres depuis les 7 dernières années. Au-delà d'être auteur, j'interviens dans le cadre de conférences, séminaires pour transmettre des outils, des clés, toujours en lien avec la psychothérapie.
Et on organise des voyages dans les déserts du monde. Pour l'instant, on a fait Jordanie, Algérie, Maroc. On a fait aussi Sénégal, dans une toute autre dynamique, pour toujours amener les gens dans ce vortex de rencontres, d'humanité, de voyage et de nomadisme. D'accord. Bah, c'est une très belle présentation. Après, moi, tu es quand même une personne déjà à laquelle on s'attache, qui transpire la positivité, alhamdoulilah, mais très mystérieuse. Et moi, tu as vu dans MPGS, et voilà, on n'est pas là pour déranger qui que ce soit, mais j'aime aussi pouvoir apporter aux gens qui vont nous regarder des informations qu'ils n'ont pas forcément. Et déjà pour moi, moi-même avant, ton enfance, d'où viens-tu? Ton parcours, avant d'arriver à l'homme que tu es aujourd'hui. C'est beaucoup ça, moi, qui m'intéresse, parce que l'important dans cet échange, ça sera de savoir à quel moment dans ta vie tu as mis ce petit grain de sel qui a fait que tu as compris comment tu allais reprendre le parcours de ta vie et avoir une qualité de vie qui va avec ta personnalité. Alors, qui était ce, d'où viens-tu et explique-nous. Moi, je viens de Toulouse. Et, Toulouse même? Toulouse même, ouais. J'ai grandi dans le quartier de Croix-de-Pierre. C'est un quartier... moi, je vais être cash, parce que c'est les propos de mon père. Mon père, il ne voulait pas qu'on grandisse avec les Arabes. Il nous l'a toujours présenté comme ça. Moi, j'ai un papa originaire d'Algérie qui a fui l'Algérie pendant la période de la décennie noire. Et c'est, je pense, quelqu'un qui est très aimant, qui aime énormément les humains. Mais forcément, comme tous les gens qui ont beaucoup d'amour à donner, il a été beaucoup déçu, beaucoup blessé. Et du coup, il a voulu nous préserver de ça. Donc, il nous a fait grandir dans un quartier qui s'appelle Croix-de-Pierre. Notre voisine, elle s'appelait Mamie Fop. C'était une mamie française, bien française de souche, je crois avec des origines de Bayonne. Hein. À chaque fois. Mais t'as pas l'accent d'ailleurs. Non, j'ai pas l'accent. À part sur quelques mots. Par exemple, je vais dire jaune, rose, au lieu de dire jaune ou rose, et je dis moins. D'accord, ok. Voilà. Parce que j'ai jamais ressenti. Et d'où d'originaire d'Algérie, ton papa? Mostaganem. Mostaranem, d'accord. Ok. Précisément, à l'époque, c'était un village, c'est le village de Kherdin. On en D'accord, parlait oui, hier. on va en parler Enfin, après. On va en pirate. parler après. Et oui, donc une mamie française qui, à Noël, elle nous donnait toujours un petit billet, un petit cadeau, à Pâques, des chocolats. On allait parfois promener Lloyd et Gordon, ces deux chiens des bergers allemands. Euh, elle était extraordinaire, elle a été extraordinaire pour nous. Des amis, un meilleur ami pendant plus de 20 ans. Mon meilleur ami, c'était un juif, pied noir, de Oran. Enfin, ses parents étaient de Oran. J'avais ce meilleur ami qui était de confession juive et ce meilleur ami qui était très discret sur sa religion. D'ailleurs, c'est que à la trentaine que je lui demandais, mais c'est quoi ta religion? Tellement il était discret. Et donc, déjà, quand tu grandis comme ça, tu grandis avec des barrières qui ont sauté. Tu vois, on peut être ami avec tout le monde, on peut aimer tout le monde. Et c'est pas juste qu'on peut, c'est peut-être même qu'on doit. Et ça se fait de manière très naturelle. Donc, pendant une vingtaine d'années, j'ai vécu à Toulouse avec ses meilleurs amis, cette bande de potes avec qui on se retrouvait au parc. Dès qu'on revenait de l'école, on goûtait, on regardait les dessins animés et on allait jouer jusqu'au coucher du soleil tous ensemble. Et ton cursus scolaire, ça a été quoi? Alors, école primaire, école maternelle, école primaire et collège quasiment avec les mêmes amis. Et je pense que c'est hyper important de le préciser parce que j'ai le sentiment que depuis qu'on s'est séparé avec ces gens-là, j'ai plus de vrais amis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai C'est vrai. l'impression que Mais ces c'est vrai que amis-là... arrivé au lycée, il y a une certaine cassure parce que on se retrouve dans un plus large champ de vision et de relations.
Et tu as les gens qui viennent d'autres villes, des fois, d'autres quartiers, et ça casse un peu ce truc. Et tu reviens, parce qu'après, pas tout le monde fait la même chose. Moi, je suis arrivé au lycée, tous mes amis du collège n'étaient pas dans mon lycée. Je me retrouvais avec plein de nouvelles personnes. C'était un peu spécial même. Il fallait se refaire accepter. En plus, moi, je venais d'un quartier qui n'était pas forcément en bonne entente avec les autres quartiers. C'était complexe. Et là, ouais, c'est-à-dire, arrivé au lycée, tu te retrouves. Mais c'était quelle orientation après que... Parce que je sais qu'à la fin du collège, Ouais. il y avait des conseils d'orientation qui disaient, ouais, tu dois faire ça ou tu serais mieux dans ça. Toi, c'était quoi? Tu es parti dans le lycée cursus classique ou bien... Alors, c'est une excellente question parce que j'ai un grand frère, il a 2 ans de plus que moi. D'accord. Et au CP, je me souviens de cette question moi, qui m'a marqué. Au CP, nos parents, ils nous ont demandé, moi j'étais au CP, lui il était 2 ans de plus que moi, donc ils nous disent, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans votre vie? Et lui, il avait cette clairvoyance, cette intelligence de se dire, je veux devenir ingénieur ou astronaute. Et ça a toujours été, en tout cas de mon point de vue, ça a toujours été très très clair. Et ouais, au CP, je me souviens quand mes parents m'ont posé cette question, je leur ai dit, lundi matin, je veux faire boulanger. Du coup, ils se sont regardés en mode, attends, déjà, il nous dit lundi matin, il a prévu quoi de son après-midi, quoi? Mais tu vas faire quoi, du coup, le lundi après-midi? Je vais faire policier. D'accord? Et mardi, du coup, tu vas faire quoi? Mardi matin, je vais faire boucher. Et l'après-midi, je vais faire pompier. Et à ce moment-là, ma vie, ça faisait sens que tout au long de la semaine, tu puisses goûter à plusieurs métiers différents. Et plus j'avance dans la scolarité, surtout au collège, là où on te demande de faire des choix, déjà on te demande le latin, l'espagnol ou l'allemand, tu sais, on t'annonce les choix que tu vas faire dans ta vie petit à petit, avec des petits choix comme cela. Et ce qui a été bouleversant et marquant, c'est qu'on a eu les mêmes profs avec mon frère, surtout au collège. Et mon frère, c'était du genre premier de la classe. Je me souviens, on avait une prof de français avec qui il a créé une connexion, hein, une relation particulière, parce que déjà au collège, il arrivait à créer des sites internet. À une Ouais. époque où les sites internet et tout ça, les gens ne maîtrisaient pas du tout. Lui, il avait construit un site internet pour la prof. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore dans mes Picsou Magazine. T'as connu Picsou? Ouais, j'ai connu Picsou Magazine, bien sûr. Ouais, j'étais encore dans mes Picsou Magazine. Et Picsou, c'est l'histoire d'un homme qui amasse des richesses et qui voyage en famille avec son neveu Donald, avec Riri, Fifi et Et Loulou, Loulou, ouais. qui est dans des explorations, qui va à la rencontre de tribus, qui va à la rencontre... Donc déjà, il y avait les prémices de ce que je fais Ce que tu aujourd'hui. fais aujourd'hui. Et là où il y a eu un vrai bouleversement, c'est quand notre prof de français nous fait découvrir le film Matrix. Tu Ah l'as ouais, vu? bah, je m'en souviens très bien. Donc, elle nous fait découvrir ce film Matrix au collège. Par la suite, je découvre Le Seigneur des Anneaux et je comprends la puissance de ce que l'on peut transmettre à travers l'image filmée. Et je me dis, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Sauf que, très rapidement, on te demande, tu veux faire... si tu fais seconde S, scientifique, ça va t'ouvrir le maximum de portes. Et si tu fais pas ça, si tu fais un autre choix, attention, ça va te fermer des portes. Donc au final, je me suis retrouvé à hésiter autant entre art appliqué au lycée que hôtellerie. Il y avait un lycée hôtelier pas très loin de chez nous, que option audiovisuelle. Finalement, je me suis rangé dans une case tranquille. J'ai fait économie et sociale, ES. J'ai eu mon bac avec mention bien. J'ai eu des profs, notamment deux, qui ont vu quelque chose en moi. Et je les remercierai jamais assez parce que, tu sais, notre papa, comme tous les papas issus du Maghreb et d'Afrique, l'amour passe par la réussite scolaire. C'est vrai. On a eu ce truc dans nos familles où il fallait... Moi, par exemple, je passais par là. Après, moi, je pense que j'avais 2 grands frères, 2 grandes sœurs. Et il y avait ce truc de il faut avoir le bac. Voilà, comme tu dis, tu veux avoir l'agrément des parents, il faut avoir le bac, surtout du papa. Et moi, mes grands frères et grandes sœurs ont eu le bac. Moi, j'ai 7 ans de décalage avec mon
premiers frères. Donc, je suis vraiment petit par rapport à eux. Et moi, mon rêve, c'était la cuisine. Et c'était très dur parce que je visais pas du tout le bac, moi. Et ça a été sur la motivation et le conseil et surtout l'accompagnement de mes frères et sœurs que mes parents m'ont laissé partir dans un lycée hôtelier à l'âge de 14-15 ans. Parce que c'était pour nous, les familles issues de l'immigration, interdit de ne pas avoir son bac. Il fallait que tu aies ton bac. Et après, tu pouvais penser à ton permis, après, tu vois. Et moi, j'ai eu je comprends totalement ce que tu dis sur le bac. Et moi, j'ai eu ce bonheur d'avoir eu 2 grands frères, 2 grandes sœurs qui n'ont pas fini dans les branches dans lesquelles ils étaient à la base. Donc, en fait, pour dire, laissez-le faire ce qu'il aime, ça sera toujours mieux. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'en suis très heureux. Et donc là, d'accord, donc tu fais ton bac. Et là, après, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment que tu t'es retrouvé à la capitale. Ah ouais, bon, il y a eu énormément de voyages entre-temps, mais concrètement... Donc, tu étais déjà, donc... c'est quoi? Les voyages, tu as commencé à la période quand tu as eu ton bac ou tu avais commencé avant? En fait, les voyages, ils ont commencé en Algérie. D'accord, quand Et tu le allais en fait de famille. filmer, ça a commencé en Algérie aussi. D'accord. Donc, c'est à quel âge? Tu sais quoi, mini DV? T'es quoi comme caméra? C'est vrai que t'es une génération quand même. Je te pensais un peu plus âgé, mais Ouais. là, je me rends compte que t'es un petit jeune en vrai. Ouais, je suis de 91. Ah ouais, t'es un petit jeune. Toi, Ah toi, ouais. de Moi, quelle année? 82, moi. 82. Ah ouais, il y a 10 ans Presque d'écart 10 ans entre d'écart. nous. Ah ouais. Ok. Ouais, justement, du coup, l'année où on découvre Matrix et le Seigneur des Anneaux, notre prof nous demande de faire aussi un journal télévisé avec un caméscope. Ouais. Et donc, on avait un caméscope de famille. On filme ce qu'il y a à filmer. J'ai encore les images sur mon ordinateur. Et entre guillemets, on perce. D'accord. Entre guillemets. Parce qu'on est parti sur un délire, on est parti sur un truc. On a Quand tu dis dépassé. on, c'est qui? C'était mon collègue et moi, on était en binôme. D'accord, ok. Et en fait, on a mis tout notre cœur dans ça. C'est la première fois qu'un prof, une prof, nous demandait de faire quelque chose et on n'était plus sur une obligation. On était sur que du kiff. Du coup, nous, on lui a donné un rendu. Ça dépassait de loin ce qu'elle aurait pu imaginer. Ça dépassait de loin ce que la classe aurait pu imaginer. Je me dis, là, on tient quelque chose. Quand je dis on, c'est la caméra et moi, tu vois, on tient quelque chose. Donc, je l'ai embarqué avec moi l'été en Algérie et ça a été l'occasion de filmer les premières C'était quoi comme caméra? explorations. C'était un mini DV? C'était quoi? Je me souviens même pas de la marque, mais c'était, tu sais, les caméscopes gris que tu appuies comme ça, Ouais, c'est hop, mini DV avec des t'allumes. petites cassettes là, rouge Ouais, et noir. exactement, ouais. D'accord. Les cassettes, je sais même plus comment oui, il y avait un petit câble pour transférer les images sur l'ordi. Et là, tu voilà. prends ton caméscope, ton premier voyage que tu vas filmer, c'est en Algérie alors. C'est en Algérie. Et ça- c'était quoi le concept? Tu filmes pour filmer, Ouais. Tu sais, c'était l'époque où quand on filmait un mariage, on filmait tout. Ouais. Et pas de dans- coupure, pas de montage. Ouais. Pas de coupure, pas de montage, tu filmais tout, c'est tout. C'était la même chose. Je filmais mes vacances comme ça et des fois je posais la caméra comme on est en train de faire en réalité et je filmais une conversation, des conversations. Il s'avère que l'une des premières personnes que j'ai filmées, c'était un cousin éloigné avec qui on se retrouvait chaque été pour garder les moutons ensemble. Il s'avère que ce cousin décède. Mon paix à son âme, il décède et moi je me retrouve avec ces images sur mon ordinateur. Donc je suis là en train de faire le montage pendant une année. Pendant une année, je fais le montage de toutes ces images. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, YouTube et tout, aucun moyen d'envoyer la vidéo. Donc pendant une année, je bosse sur la même vidéo. Comme ça me permet d'apprendre le montage, ça me permet d'explorer plein de choses. L'été suivant, j'arrive avec un CD, un boîtier, je leur avais fait un DVD, et je leur dis j'ai une surprise pour vous. Et je leur fais passer le film, et j'ai le sentiment là qu'ils sont en train de voir Yacine, il s'appelait Yacine, revivre. Waouh! Il est là, tu vois, parmi nous, ça nous rappelle ça, ça nous rappelle ça. Ah tiens, il était comme ça. Ah tiens, il a dit ça à ce moment-là. Ah, c'est puissant cette phrase. À partir de là, je me suis dit, filmer, c'est pas juste capter un moment, c'est capter un extrait de vie qui peut-être
quand toi, tu en manqueras de cette vie, parce que tu traverses une mauvaise période, peut-être qu'en retombant sur ce témoignage, ce passage, tu as parlé de feu tout à l'heure, ça va être un peu comme une étincelle qui va rallumer quelque chose. Ça va raviver la flamme. Et là, alors, après le bac, tu décides quoi quel est ton projet d'avenir? Tu te dis, je vais bosser, je vais vivre direct, je vais m'exercer pour vivre de ce que j'ai envie de vivre. Déjà, est-ce que tu savais où tu allais? Alors, tu sais que tu voulais faire de la vidéo, ça. Depuis Matrix, tu t'es dit, je vais dans ce monde-là. Tu vas en Algérie, caméra, ce premier interview, tu le montes l'année d'après, tu reviens. Entre-temps, tu fais quoi? Tu jobs, tu montes, nous, nos parents, c'était l'excellence. D'accord. C'est l'excellence, d'ailleurs. Donc, pour eux, c'était grandes écoles. Juste après le bac, moi, j'ai fait une classe préparatoire au concours de l'école normale supérieure de Cachan. Ah, dans 92? Alors, à Paris? Ouais. Alors, j'étais à Toulouse à ce moment-là, mais la classe préparatoire était à Toulouse. D'accord. Mais l'école était en Ile-de-France. D'accord, Cachan, parce qu'il y a une université là-bas. Là. Exactement. Donc, je me prépare à ce concours, mais j'ai pas le cœur du tout. J'avais le cœur à Pirates des Caraïbes à l'époque, Jack Sparrow. Il venait de sortir, je crois, le film. Donc là, je suis là. Khayerdin. Ouais. Barbarossa. D'ailleurs, Jack Sparrow, qui était un pirate musulman, je sais pas si tu le sais. Ah non, je savais pas. Ouais, c'est inspiré d'un pirate converti à l'islam qui s'appelait, enfin, je sais pas s'il s'appelait vraiment Jack Sparrow, mais c'est inspiré d'un vrai personnage. Ok, bah, tu Ouais. vois, ça, je savais pas. Ah ouais, tu vois. Je Ah, pense tu qu'il y a m'as plein donné de encore personnages plus comme envie ça. d'aller chercher, je vais aller fouiner après. Donc, Regardez. Et effectivement. donc tu es dans cette classe prépa et en même temps, tu as ton cœur qui est pas là. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que mon cœur n'est pas là, mon cœur va aspirer à trouver une liberté partout ailleurs. Je suis pas bien ici. Qu'est-ce qui va m'épanouir? L'associatif. J'ai commencé à intégrer des associations. On faisait des maraudes auprès des centres domicile fixe. On faisait des maraudes entre étudiants musulmans et étudiants chrétiens. Il y a eu l'armée. J'ai intégré, moi, avant d'avoir mon bac, j'ai intégré l'armée de réserve au 1er régiment du train parachutiste à Toulouse. J'ai fait ça pendant près d'une dizaine d'années avec des moments de coupure, mais officiellement, c'était pendant près d'une dizaine d'années. Ça a été une école de vie incroyable. T'es resté combien de temps? Quelle année c'était? De 2009 à 2018. Donc c'était presque 10 ans. De 2009 à 2018, t'étais chez les paras? Ouais, mais c'était de l'armée de réserve. L'armée de réserve, aujourd'hui, toi, moi, n'importe qui, tout le monde peut intégrer l'armée de réserve. Et c'est quoi? Donc c'est pas à plein temps en fait? Non, t'es appelé juste un week-end par mois pour t'entraîner comme un militaire. T'as fait du saut en parachute? Non, je peux pas par rapport à mes yeux. D'accord, ok. T'as un problème de vue? Ouais, je suis myope. D'accord, ok. Donc ça, c'est... mais sinon, tout le reste, utiliser une arme, patrouiller, vigipirate, sentinelle et compagnie, on faisait tout ça. Un week-end par mois, et occasionnellement, on était projeté sur des missions type vigipirate ou sentinelle. D'accord, Et moi, ok. ce que j'aimais dans l'armée de réserve, ce que j'aime énormément, c'est une école de vie. Ça te permet de rencontrer des anciens. Ça te recadre aussi? Ça te recadre direct. Moi, ça va rectifier, mais d'une puissance La extraordinaire. rigueur, la ponctualité. Ouais. Le respect. Ah, le respect, oui. Le respect, la rusticité. Vivre dans des conditions, parfois dans les camps là où on dormait, qui étaient dures. Et ça a été extraordinaire. Rencontrer aussi des anciens, des gens que tu ne peux pas rencontrer dans le civil. Souvent, les militaires de réserve, c'est des anciens militaires d'actifs. Parfois très franchouillards, tu vois. Peut-être dans la cuisine, toi, tu as eu l'occasion d'en rencontrer comme ça. Parce qu'il y a un côté militaire aussi. Non, je connais parce que moi-même, j'ai une de mes grandes sœurs qui est très ancienne dans ce domaine-là, qui était au 35e régiment de parachutistes. À Tarbes. À Tarbes, exactement, ouais. Et qui aujourd'hui, qui est très très loin dans ce domaine, donc je connais très très bien, c'est pour ça. D'accord. Mais et puis on connaît, chez nous aussi, c'est comme ça. Bah, comment on appelle une équipe en cuisine? Je sais pas. Une brigade. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment, c'est pour dire aussi que c'est un milieu très très carré, très rigoureux.
Moi, je le répète toujours, et c'est une des chances que j'ai eues d'avoir une formation à la française dans l'art gastronomie. Parce que les gens, quand ils me voient ou qui connaissent un peu mon parcours, ils ne savent pas trop. Mais j'ai commencé la cuisine à l'âge de 14 ans, j'ai commencé la cuisine. J'ai intégré le CFA à 15 ans. Donc à 15 ans, on nous apprenait à devenir des hommes. C'était costard, cravate, à l'époque rasé de près. Bon, maintenant, je suis patron, je fais un peu, voilà. Si tu arrivais en retard, on t'envoyait en entreprise à l'autre bout de Paris. C'était très dur. On faisait 8h30, 15h, 18h, 22h30. On allait en extra quand on avait besoin de nous. C'était une vie, on rentrait dans la vie active. C'était très militaire. Et voilà, et on devait assurer. On était une brigade où on était une famille où chacun devait pouvoir compter sur l'autre. On était à l'arrière de notre équipe et on était là quand il y avait besoin, un peu comme le même système qu'à l'armée. D'accord, 2009-2018, ok. Ouais. Et c'est quand, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, puisque tu es vraiment un personnage un peu mystérieux, mystérieusement beautiful, tu vois, tu es une belle personne et mystérieuse, c'est quand ce passage, alors tu arrives à Paris, c'est quand? Alors, à l'époque, j'étais marié avec quelqu'un d'autre. D'accord. C'était mon ex-épouse. On était tous les deux étudiants quand on s'est mariés. Et il s'avère que moi, je me suis réorienté pour répondre rapidement à cette question après le bac. Moi, je suis allé en droit, donc après la classe prépa 1. D'accord. D'ailleurs, la classe prépa était en même temps, on avait des cours à la fac de droit. On était en première année de droit. Donc, j'ai laissé tomber la classe prépa. Je me suis concentré sur le droit. Je suis allé jusqu'au Master 1 de droit notarial. Et le Master 1 de droit notarial, c'était l'année où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. 2015, je crois. Je pense aussi, ouais. Ça, 2015. Donc, on a été sollicité en tant que militaire de réserve pour aller sur le terrain, pour faire du sentinelle. Et j'ai décroché. J'ai décroché mes études à ce moment-là. Donc, l'année suivante, je suis parti dans l'enseignement. Je voulais devenir prof des écoles. D'accord. C'est ce qui n'avait pas forcément de rapport. Moi qui croyais que j'avais une vie très chargée, mais je vois que toi, les gens là, vont se dire, attends, le mec qui était en prépa, il voulait devenir notaire, ensuite il était réserviste, donc il allait faire du fusil pirate à Paname, ensuite il est là, ouais, professeur des écoles. Ouais, mais justement, alors, moi j'ai... Et dis-moi pas que tu jouais de la guitare le week-end dans la fête, la salle du Alors, coin. pour tout te dire... Donc, non, d'accord. j'ai joué de la guitare et du piano, mais pas... je sais pas, ouais. J'ai dit ça comme ça en plus. Non, hein. je savais jouer un peu. Bref, c'est du détail. Comme disait cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Et donc, tu as envie de devenir professeur des écoles. Ouais, mais alors, j'invite vraiment tout un chacun qui pourrait écouter ce message, regarder cette vidéo, à ne pas m'écouter quand je parle. Vraiment, à ne pas m'écouter. Mais à s'écouter lui-même, s'écouter elle-même. Quand tu regardes, quand tu entends cette vidéo, quand tu entends cette conversation, comment ça résonne en toi. Pas ce que je dis moi, mais comment toi tu l'entends. Et c'est vrai que si on regarde d'un point de vue extérieur, on se dit mais c'est quoi le rapport entre tous ces éléments? Je vais t'en donner juste un. Entre le droit notarial et l'enseignement, le point commun, c'est la transmission. Le droit notarial, c'était comment répartir un héritage. C'est comment, quand il y a un divorce, faire en sorte de répartir les biens. Le professorat des écoles, c'est comment transmettre une connaissance. Ensuite, je suis parti dans l'enseignement, mais à l'étranger. J'avais un besoin d'ouverture qui commençait à se faire ressentir. Et ça coïncidait avec le fait que mon ex-épouse voulait également partir à l'étranger. Donc je me suis dit, je vais réorienter mon cursus dans l'enseignement. Et finalement, elle a eu une offre d'emploi à Paris. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en Ile-de-France. Ah d'accord, donc pour le Toulousain, Paris, c'est l'étranger, ok. Ah, vous le savez maintenant. Voilà, il nous l'a dit dès le début. Il ne fallait pas traîner avec les Arabes. Donc Paris était une terre étrangère parce que, oui, Paris est une terre occupée, hein, apparemment pour certains. C'est vrai que pour le Toulousain, tout ce qui est au-dessus de Toulouse, c'est le nord de la France. C'est le nord Déjà, ça c'est le nord de la France.
Non, il s'avérait qu'elle cherchait à D'accord. l'international, elle ne trouvait pas. Donc finalement, elle s'est mise à postuler en Île-de-France et elle a rapidement trouvé. Donc c'est comme Donc vous ça que décidez de partir sur Paris. ouais. Oh là là. Alors, le choc. Franchement, moi j'ai trop bien aimé. J'attendais que ça. Franchement, j'attendais Ah que bah oui, ça. parce que tu avais plein d'âmes là à interroger, à Exactement. comprendre, à voir, à ressentir et à comprendre. Mais tu sais qu'à Toulouse, les gens à l'époque, donc en 2017, il y a 7 ans, les gens ne comprenaient pas qu'on puisse venir s'intéresser à eux et qu'il n'y ait rien derrière. Il y avait des associations, des gens qui avaient des projets associatifs magnifiques. Quand je leur proposais de venir avec ma caméra pour les filmer, leur question c'était mais pourquoi qu'est-ce que vous allez Qu'est-ce faire qui avec les cache celui-là? images? Qu'est-ce qui cache celui-là? Alors que ouais, c'était juste, vous faites des choses formidables. Venez, on les partage. Parce que le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça se compte en années. Ah, c'est- Ça se compte en années. Donc, quitte à être sur les réseaux sociaux, bah, tu sais quoi? Tu vas tomber peut-être sur une vidéo d'une association qui fait des choses ah, extraordinaires c'est vrai. et tu auras envie de les rejoindre. Mais si eux, ils savent pas que tu existes, bah, comment ils peuvent venir à toi? Comment créer ce lien? Tu parlais d'ouvrir des portes. C'est la même chose. C'est créer des passerelles, des ponts. Donc, Paris, c'était le meilleur endroit pour pouvoir faire ça. Et tu deviens professeur des écoles à Paris? Non, parce que en fait, je suis pas allé au bout de ma formation, j'ai pas passé le concours de D'accord. recrutement des professeurs des écoles, et mon master 2, je suis pas allé au bout non plus. Et donc? Parce qu'entre temps, ce que Ouais, j'ai oublié ouais, de ok. mentionner, je crois, c'est un voyage en Indonésie. J'ai fait un D'accord. stage de 2 mois et demi à Jakarta. D'accord. Tout seul, t'es parti comme ça. Ouais, Avec quel dans âge? le cadre des études. J'avais 24 ou 25 ans. D'accord, ok. Et nama saya Najib, saya orang Prancis. Sudah guru bahasa Prancis di Jakarta. Bon, ah, t'auras du sous-titrage à faire, sache-le. C'est en indonésien. C'est la seule chose que je sais dire en indonésien, mais D'accord. ça donne l'impression que je sais Et parler c'est après couramment. que tu te... Donc, entre-temps, tu es parti à Jakarta, après tu te retrouves à Paris. Je pars 2 mois et demi en Indonésie. Première fois que je vais ailleurs qu'en Algérie. Et en fait, au bout de 2 mois, je devais quitter l'Indonésie pour des questions de visa. Je vais te la faire courte, hein, D'accord. mais je dois partir à l'étranger de nouveau. Je dois partir en Malaisie pour des questions de visa. Et je me dis, vas-y, je passe 3 jours en Malaisie. Ben, tu sais quoi? Quitte à passer 3 jours en Malaisie, je vais marcher de l'aéroport de Kuala Lumpur jusqu'à Kuala Lumpur, à pied. Comme ça, je vais rencontrer des gens, je vais vraiment voir qui sont les Malaisiens. Alors que si je prends le train ou le bus ou le taxi, je vais rien voir. Et donc, je marche. Je marche toute une journée. C'était la plus belle journée de ma vie. Ça a été peut-être... Surtout que les Malaisiens, apparemment, sont très, très accueillants, très gentils. Très... dans les campagnes, oui. D'accord. Kuala Lumpur, c'est un Après, peu en comme ville, toutes c'est les autre chose, capitales. c'est une capitale. Mais dans les campagnes, j'ai rencontré des gens constamment qui m'avançaient sans que je leur demandais rien. J'ai rencontré un gars qui travaillait chez Airbus. Mon frère travaillait chez Airbus à ce moment-là. C'est le premier gars que je croise. Il me dit monte sur ma moto, je te fais sortir de l'aéroport. Je croise un policier, je croise une professeure d'anglais qui était tamoul, je crois. Je crois qu'on dit comme ça. Tamoul, Euh, c'est au Sri Lanka, etc. Il y a ça. et Inde D'accord, en et Inde, ouais, Sri Malaisie Lanka, aussi parce non, que Tamoul, ouais, c'est... D'accord. les Malaisiens il y a les Malaisiens chinois, indiens et indonésiens entre guillemets. Euh, je rencontre plein de gens extraordinaires jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleuvoir, pluie équatoriale de 18h à 23h minuit. Tu vois la douche chaude, tu ouvres le pommeau de douche, tu te mets en dessous, c'est la pluie en Malaisie. D'accord. Je mets mon téléphone dans mon sac, j'avance le long d'une autoroute. En fait, tu as l'autoroute et tu as une piste pour les 2 roues juste à côté de l'autoroute. Je marche, je marche, je marche, jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Tu vois, avec les frottements, l'eau. Je m'assois par terre comme ça, je suis sur le bord de l'autoroute, je suis assis comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là?
Et en même temps, je me dis, mais je suis heureux, c'est bizarre. Je me dis, là, je suis sur le point de mourir, mais je me sens trop bien. C'est bizarre. Et à ce moment-là, tu parles à Dieu, tu vois, et tu te dis, Alhamdoulilah, franchement, tu sais quoi, si je dois mourir comme ça, c'est magnifique. C'était une belle journée, et franchement, ce serait une belle mort. Et tu me dis que tu voulais rencontrer des gens. Mais est-ce que tu avais déjà l'idée d'interviewer les gens, de donner la parole aux gens? À ce moment-là, j'étais sur du vlog. D'accord. Donc tu voulais quand même filmer et tout ça, Mm, mm. rencontrer des gens, déjà commencer ces échanges. C'est comme ça, en fait, que toutes ces histoires d'interviews, elles ont commencé. À la base, je filmais mes journées. Et je partageais. J'ai trouvé ce stage en Indonésie via les réseaux sociaux. Et j'étais la dernière personne de ma promo à trouver un stage. Peu importe les raisons pour lesquelles j'ai pas trouvé de stage. Tous les gens de ma promo ont trouvé. Et moi, j'ai pas trouvé. Najib Bedani, il n'a pas trouvé. Et c'est via les réseaux sociaux, via un ami, une amie, entre guillemets, Facebook, que je trouve ce stage. Donc je me dis, mais moi, si j'ai été bloqué et que la clé, elle a été dans les réseaux sociaux, en partageant ce que je vis sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va débloquer plein d'autres gens. Parce que moi, je faisais mon montage et le soir, quand je publiais la vidéo, je me mettais à disposition. Quelqu'un m'envoie un message, bah vas-y, on s'appelle sur WhatsApp. Allô, ouais, tu veux venir en Indonésie, voilà comment il faut faire. C'était ça le but à l'origine. C'était ça. Et après cette journée passée à marcher le long de l'autoroute, j'ai compris que dans ce moment de bonheur extatique et divin, je me suis dit, mais j'ai juste besoin de ça. Des chaussures, un sac, une caméra et bismillah. D'accord. Et alors après après tu reviens à Paris, c'est ça? Tu entames ta vie parisienne quelques temps après. Et là, à Paris, tu sors ta caméra, tu vas vers les gens? Tu vois, Ou bien tu cherches du taf? alors quand tu me poses la question, je suis tenté de te dire que je suis jamais revenu. D'accord. Je suis jamais revenu de cette journée. Tu es resté dans un voyage, en fait, qui te dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis dans ce délire-là. C'est mon mood, mon mindset. Et je reste là-bas. C'est comme si, tu vois, le corps, le cœur, l'esprit, ils sont assis ici. Et une partie de mon âme, elle a continué parce que c'est que du bonus, tu vois. C'est quoi, là, c'est bon, tu avais atteint ce que tu avais à atteindre. Cette proximité avec le divin, ce sentiment d'être dans Plénitude. l'instant présent, cette plénitude, c'est bon, tu l'as eu. Là, si tu as décidé de poursuivre, c'est pour continuer de transmettre, de recueillir et de permettre à d'autres gens de vivre peut-être ce moment-là. Et donc quand je rentre en France, au début je me dis il faut que je valide mon master, il faut que je rende mon mémoire, il faut que je fasse ces choses-là. Et très rapidement, je me dis aussi il faut que je continue de rencontrer des gens. On se laisse porter par la surprise, par la rencontre, par l'humain. Et j'avais ces deux, en quelque sorte, courants divergents qui venaient me tirailler. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envoyé un mail à mes profs. Et je leur ai dit, merci. Merci pour tout ce que vous m'avez transmis. Parce que grâce à vous, j'ai peut-être pas eu mon diplôme, mais j'ai trouvé ce que je veux faire de toute ma vie. Et je veux pas enseigner. Mon prof, il a été hyper encourageant. Il m'a dit, c'est super. Je pense que c'est exactement le type de réponse qu'on aurait pu attendre d'un élève comme vous. On vous souhaite le meilleur. Tu vois, il m'a transmis ses bénédictions. Et du coup, je me dis, ma priorité maintenant, c'est la rencontre. Donc, quand je suis arrivé en Île-de-France, j'étais au chômage. Pendant une année, je continuais ces rencontres tout en étant chez Pôle emploi, sans idée de business ou quoi que ce soit. Hein. Ça a toujours été rencontrer l'humain par amour, ce qui est pas forcément censé. Ouais, des fois, il y en a qui se... Tout à l'heure, on parlait de risque du cœur, de subsistance du cœur. Parce que la subsistance, oui, il y a l'argent, la nourriture, etc. Mais il y a aussi cette nourriture du cœur. Ça rappelle, tu sais, à l'époque, à la Mecque, il y avait les Yéménites qui étaient très croyants. Et ils disaient que les Yéménites se nourrissaient de la foi. Car les Yéménites ne mendiaient pas. Mais ils avaient été très pauvres. Et il était dit, c'est ça que les Yéménites sont connus pour être de très grands croyants.
Et il y en a qui se nourrissent de la foi. Et si toi, c'était ta nourriture de rencontrer les autres, d'être là, et qu'aujourd'hui tu continues, et que je vois moi que c'est ce qui te plaît, ce qui nous fait du bien aussi à nous quand on participe à tes échanges. Mais et voilà, et là donc, ouais, donc tu es dans ton délire, et là à Paris, tu continues tes vidéos. Je continue. Paris, ça a été magnifique pour ça. Ça a été très instructif en termes de rencontres. Ah ouais, tu as dû rencontrer, je crois, je sais plus, je regarde un truc, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a énormément d'origines Ouais. qui sont regroupées dans la capitale et dans sa banlieue. Pour moi, c'était le lieu idéal. Ça a été l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui ont perçu une potentialité business derrière ça, qui ont voulu se Ouais. l'accaparer. Ça a été très instructif là-dessus, hein, se préserver des requins. Euh, pendant une année, j'étais chez Pôle emploi. Pendant une année à Paris, j'étais dans l'événementiel. Donc, je travaillais sur des salons et en même temps, je m'organisais pour rencontrer les gens. Et la troisième année, juste avant le Covid et pendant le Covid, il s'avère que je deviens sans domicile fixe. Parce qu'avec mon ex-épouse, mais je pense que ça doit te parler aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfois, il y a des rythmes de vie ou des aspirations. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là? Je suis en 2019, donc je pense que j'ai 27 ou 28 ans. Tu vois, quelque chose comme ça. Et là, donc, c'est un sujet, moi, que je voulais discuter avec toi, parce que j'ai vu en toi, tu sais, des fois, quand on entend, oui, j'ai été SDF ou quoi, il y en a qui le voient un peu comme du fatalisme, comme un truc, mais chez toi, j'ai cru comprendre que c'était une force. Ça a été une force pour toi. Et je me demande même si c'est pas à ce moment-là que tu as su mettre ce petit grain de sel, comme moi j'aime l'appeler, qui a su te diriger vraiment dans, comment dire, dans l'optimisation de tes compétences et de ce que tu voulais faire. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais cette période-là, est-ce que tu peux nous dire comment tu te retrouves à la rue, comment tu vis ça et comment tu rebondis? Hum, C'est hyper délicat comme situation parce que tu es en face de quelqu'un et tu sais que ce qui fait souffrir cette personne, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est fort ce que tu dis. C'est fort parce que pour moi, être passé par là aussi, par la phase du divorce, je peux pas dire qu'on est des incompris, parce qu'on est des sortes d'artistes, des sortes de ouf, qui avons voilà, nos limites et nos écarts et notre façon d'être et notre caractère. Et c'est très fort ce que tu dis. Je l'ai compris plus tard, moi. Ça. Tu vois, la parole que tu viens de dire, qu'en gros, c'est peut-être nous qui sommes insupportables, même si on n'est pas mauvais, dans notre façon d'être, parce que peut-être en face, on a quelqu'un qui a besoin de régularité, d'être dans les codes d'un système dans lequel nous ne trouvons pas forcément notre place sans être des révolutionnaires. Et c'est très fort parce que il faut oser le dire. Tu vois, à l'heure où beaucoup rejettent la faute sur l'autre, surtout dans ces situations-là, et ben, ce que tu as dit, c'est vraiment fort. Parce que moi, il n'y a pas très longtemps que je me le suis dit, je crois que c'est à un moment donné que je fais souffrir l'autre parce que je ne suis pas dans les normes. Alors, je ne suis pas dans les normes attendues par la personne en face et parce que je ne suis pas dans les normes attendues par la personne en face, je ne suis pas compatible avec elle. Et c'est pas parce qu'on n'est pas compatible qu'on doit se détruire. Oui, Sauf que nous, nos parents, avec toute la pudeur qu'ils ont, toute cette valeur, ces valeurs associées au mariage, ils nous ont pas appris à divorcer. Donc le divorce, ça devait passer par
Comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure, tu vois. Il Ouais, faut abattre c'était quelqu'un. une tragédie. Ouais. C'était une tragédie, en fait. C'est comme si, tu sais, il y a 9 mm posés entre les deux membres du Ouais, c'est le couple. premier qui Et le prend et c'est, qui tue l'autre. Ouais. Alors, non, c'est même pire que ça. Tu sais, la scène, c'est pire que ça. Dans un divorce, c'est comme si tu as un flingue là qui est posé entre les deux personnes. Et en fait, tu vas prendre ce flingue et te mettre une balle toi tout seul. Ah oui. Non, C'est pas moi, justement, dans un couple, comme il y a de l'amour toujours, c'est dur pour l'autre de tirer comme ça. Mais ce qu'on demande inconsciemment, c'est de prendre l'arme et d'avouer tous tes torts, d'admettre que tu es fautif, tu es responsable, et tu vas mettre une balle en toi pour mettre un terme à cette relation. Et moi, à ce moment-là, j'ai le sentiment de le conscientiser. C'est que aujourd'hui, je t'en remercie, parce que c'est que aujourd'hui, je suis en train de verbaliser de cette manière et de mettre cette image derrière cette difficulté que représente le divorce. Mais je pense l'avoir vécu un peu comme ça. Sauf que moi, je venais d'être en Malaisie et je te disais, j'étais au bord de l'autoroute. J'avais vécu mon ex, ouais. Donc s'il fallait que la personne en face attendait de moi que je fasse ça, je sais que je peux le faire. Mais je sais que ça va être irréversible. Donc je me souviens, à ce moment-là, elle m'invite du coup à réaliser que si c'est terminé, c'est moi qui vais prendre la porte. Et c'était vrai, enfin c'est logique parce on est venu à Paris par rapport à son travail. Donc je vais pas. Ouais, je vois ce que... Elle est dans son droit d'être. Il y a ton côté aussi algérien fier qui fait que. Hein, c'est quoi? Qui fait, bah oui, je pars. Tu vois. Oui, alors. Je rigole, après... hein, je te taquine, tu as vu ça. Le côté fier algérien, tu as des aides. Ah ouais, bah t'inquiète pas, je préfère être dehors que de. Alors, moi, Mais pourquoi alors? Donc tu deviens SDF, mais tu décides de rester à Paris? Ben, en fait, à ce moment-là, je me souviens, et c'est hyper important parce que je pense qu'on l'a tous vécu aussi, quand tu arrives à ce point où tu envisages le divorce. Moi, je me souviens de ce geste qu'elle a fait et je la remercie pour ça, tu vois. Elle m'avait montré du doigt la porte, comme ça. Et je me souviens, j'ai regardé son doigt, j'ai regardé la porte et j'ai vu tout mon avenir. Ça te parle? C'est très bien, c'est une très bonne psychanalyse. Ah, ça, tu devrais le partager, on va la partager. Beaucoup d'hommes vont te remercier, et beaucoup de femmes, je pense aussi, te remercieront. Oui, parce que ça s'applique aussi pour les femmes. Tu vois, si une personne t'invite à partir... Ça arrive dans l'autre sens. Une personne qui t'invite à partir... C'est pas la fin de la vie, en fait. Alors, tu disais, c'est une sorte de... On a toujours vu ça comme une tragédie et un suicide. Et dans certains cas, en fait, c'est qu'une suite. Après, il y a toujours ce côté-là qui est triste parce qu'il y avait des sentiments, etc. Il y avait quelque chose qui se bâtissait. Et là, donc, tu vois ton avenir. Je vois mon avenir. Et en fait, quand une personne, elle t'invite à quitter sa vie, ben, elle t'invite à ne plus avoir d'excuses aussi. Elle t'invite à libérer pleinement toute ta potentialité. Si c'était un peu compliqué avec cette personne, ben, quand cette personne elle te fait comprendre que le détachement est possible, là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y aura plus les disputes, il n'y aura plus... les conversations futiles. Non, il n'y aura que toi et ta capacité à réaliser les choses. Et donc, je me suis vu, et ce qui est fou, c'est que tu vois plusieurs scénarios passer en même temps. Moi, je me suis vu être à la rue pour ne pas déranger les gens que j'aime. J'aurais pu retourner chez ma maman à Toulouse, mais c'est pas possible, c'est impensable pour plein de raisons. Je pourrais aller chez des amis, je pourrais aller chez de la famille, mais en même temps, tu dis, en tout cas moi pour ma part, je me suis dit, je ne peux pas stagner, je ne peux pas m'arrêter si quelqu'un qui aspire à rencontrer les gens, son pire obstacle, c'est la stabilité. Quelqu'un qui aspire à rencontrer le monde, à voir le monde, son pire obstacle, c'est la stabilité. Si tu as un appart, un foyer, un machin, constamment, tu vas être ramené, tu vas être attaché. Donc là, je me dis, waouh, mais c'est une aubaine. C'est extraordinaire. Et donc, je me vois faire le tour du monde. Là, sur le doigt. Je suis là, on est toujours au niveau du doigt. Ça dure une fraction de seconde. Je me vois faire le tour du monde.
Et je me pose la question, ok, je sais que c'est ça que je veux faire. Je le sens que c'est ce que je vais faire. Par contre, ça a un prix. Ça a un prix. Mais je ne vais pas avoir d'argent. Parce que quand tu travailles, il faut que tu aies un appart pour pouvoir te doucher, pour pouvoir te laver, à proximité du lieu. Donc, je me dis, si je veux que ça se réalise, il faut que j'aille au bout de ce plongeon dans le vide. Il faut que je saute, mais les yeux fermés, que je place ma confiance en mon créateur, en ce scénario qui est en train de se profiler. Et tu sais quoi? Quitte à être sans domicile fixe, je vais être le sans domicile fixe le plus utile au monde. Et qui va faire le tour du monde. Qui va essayer de servir le plus grand nombre de gens possible. Je me pose la question, qu'est-ce que je sais faire? Je sais filmer, je sais poser des questions, donc je vais mettre à disposition mes compétences auprès d'associations. Je leur dis, voilà, moi je veux pas d'argent, je veux juste de quoi manger et un toit. Et je m'en fous si on dort par terre, si on dort... Et j'ai rencontré Humainement Concernés qui font un travail extraordinaire ici au Maroc. Et, Iskander, une grosse dédicace Iskander. à lui. je sais, ouais. C'est un frérot, on a fait pas mal d'actions ensemble aussi. Je supporte beaucoup Humainement Concerné. Vraiment très beau. Tu t'es retrouvé avec Humainement Concerné? D'une humilité, d'une modestie, quand tu as dit son prénom, je crois que les gens ne sont même pas au courant qu'il s'appelle comme ça, tu vois, Ouais. les gens sur les réseaux sociaux. Et d'une humilité, d'une modestie extraordinaire, je me suis retrouvé pendant près de 3 mois à les côtoyer. On est partis ensemble au Maroc, au Liban, une deuxième fois au Maroc, et ça a été ultra puissant Magnifique. comme expérience. Ah, c'est magnifique. Et tu arrives à... Alors après, il y a qui est aujourd'hui une de tes cordes à ton arc et un métier, si je ne me trompe pas, c'est quoi? Psychanalyse? Alors moi, je suis psychopraticien. D'accord. Alors, ça consiste à quoi et comment tu es arrivé à ce statut? Alors, comment je suis arrivé à ce statut d'abord? J'ai rencontré un jour un homme via les réseaux sociaux. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un quand je suis revenu chez moi. Donc, je me suis remarié entre-temps. J'ai eu de nouveau un chez moi. Après cette période qui a duré près d'1 an. Et On fait une grand salam à ta femme, Amélia. oui, Amélia. Inch'Allah, qui fait aussi pas mal qui était venue, moi, dans un des restaurants à Marrakech. Comme ça, je te connaissais, moi, je suivais. Puis j'ai vu que vous étiez mariés, elle m'a dit et tout ça. Et machallah, j'ai vu qu'elle était très, très... Elle te soutient beaucoup. Elle soutient beaucoup. Et ça fait plaisir. Et ça aussi, il faut le dire, des fois que tu as pu trouver quelqu'un qui te complète, qui soutient et qui, par la suite, voilà, j'espère un jour la recevoir dans un des podcasts qui nous expliquera. Et donc, tu refais ta vie, tu te reposes à Paris, ça, alors, tu reviens à Paris. Alors, cet homme, tu m'as dit, tu as rencontré un homme. avant de parler de lui, qui s'avérait en plus être par la suite une déception, elle apprécie énormément ton travail. D'accord, oui. Amélia, elle a ce truc très intuitif de se connecter à certaines personnes, à suivre leur travail, à déceler chez eux une particularité qui dépasse la notoriété, qui dépasse la compétence. Tu as été l'une des premières personnes dont elle m'a parlé. En mode, un jour, je te souhaite de le rencontrer. Inch'Allah. Tu es dans la catégorie, un jour j'ai eu l'occasion de rencontrer un maître Chi. Il s'appelle maître Chi, c'est un maître de tai chi, c'est un maître de médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Tu es dans le top 5 des gens qu'elle a senti, et elle m'a dit, Najib, je te souhaite de le rencontrer. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ça, c'était important pour moi de te transmettre. C'est un ouf comme Watt. C'est un ouf comme toi. Il est sur une planète comme toi. On a aligné, t'inquiète. En plus, elle a senti que tu étais dans un univers. Non, mais mortel, parce que ça joue beaucoup. Parce que moi, je le vois. Moi aussi, aujourd'hui, hier, je parlais avec ma femme et je la remerciais, parce que si on n'a pas le soutien de nos femmes, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être accompagné. Des fois, tu as vu, on les remercie pas assez, des fois. Moi, en tout cas, je trouve, pour ma part, à moi, personnellement.
Et c'est vrai que ça joue énormément. Ça joue énormément dans ça. Et j'ai vu que même, au final, tu as même été... elle s'est retrouvée même à travers toi. Parce qu'au final, elle fait aussi... elle est dans le concept aussi de maintenant de rencontrer, de faire de la psychanalyse, si je ne me trompe pas. Elle est dans les psychothérapies Les aussi. psychothérapies, voilà. Donc, c'est magnifique, ça. Mm. Tu vois, en fait, de se retrouver. Tu sais, des fois, on croit qu'on a envie d'être mécano et puis on finit pêcheur, tu vois. Mm. C'est l'histoire de la vie et un peu... c'est ce qui est magnifique aussi dans la vie. Et toi, donc, voilà, comment tu deviens psychothérapeute, c'est ça? Alors, psychopraticien. On va y arriver. Ouais. Moi, je reste un mec du 9-3, je mélange tout. Psychopraticien. Mais ça se comprend parce que le terme, il a été inventé justement pour faire une distinction entre les psychothérapeutes et les psychanalystes, les psychologues, les En psychiatres. gros, tu es un mec de terrain. Tu fais de la psychanalyse sur le terrain. Merci. On pourrait le synthétiser comme ça. D'accord. Le psychopraticien, théoriquement, dans sa posture, il se veut plus dans la proactivité et dans l'accompagnement. C'est pas juste comme un psychologue qui va être essentiellement dans l'écoute. C'est pas comme un psychanalyste. Le psychanalyste, en gros, c'est comme s'il appliquait une méthode en quelque sorte. Lui, il a son menu, il est prédéfini. Quand tu viens chez le psychanalyste, c'est pour manger un menu, choisir un menu qui a déjà été préfabriqué, préconçu. La psychanalyse, c'est une méthode. Le psychiatre, c'est pour les médocs. Le psychopraticien, on est entre la psychologie et l'accompagnement. Et juste pour venir concernant mon épouse, elle a été extraordinaire dans la mesure où elle m'a accepté tel que j'étais, sans domicile fixe. Je vivais en Tanzanie, j'avais pas de travail. J'étais barbu et chevelu, peut-être encore plus que maintenant. Je portais toujours les mêmes vêtements, ils puaient l'humidité, mais moi je le savais pas parce que je les lavais à la main à chaque fois. Parce que oui, tu m'as dit que quand en fait tu t'es retrouvé SDF, tu es parti en Tanzanie en fait. Tu as vécu combien? 26 jours? Non, 5 mois. 5 mois. Ah Moi, ouais. j'ai vécu 5 mois en Tanzanie. 5 mois en Tanzanie. Donc tu étais où, à Zanzibar ou en Tanzanie même? Non, j'étais à Arusha, c'est la région du Kilimandjaro. D'accord, d'accord. Et en fait, quand j'étais sans domicile fixe, j'ai fait 3 mois avec des ONG. J'ai acheté sur un coup de tête un billet pour l'île de la Réunion. J'ai vécu clandestinement pendant 3 mois dans une résidence étudiante, dans un 9 mètres carrés, douche, toilette collective, avec une famille, des gens qui sont devenus une famille extraordinaire. Quand je suis revenu de l'île de la Réunion, c'est là où j'ai pris un billet pour la Tanzanie avec mes économies. J'avais à peu près 4 000 € d'économies au début. J'ai pris un billet pour la Tanzanie. Je me suis dit, la vie, elle coûte moins cher là-bas. Je vais tenter. Tu me rappelles une parole des fois que je dis, c'est... Après, il faut comprendre le sens. Hein. On ne sera jamais riche, vivons comme des riches. Tu vois, c'est en gros, j'ai peu, mais la richesse n'est pas que l'argent. Et on peut vivre, moi je dis toujours aux gens, surtout aux jeunes, toi qui aimes les belles choses, qui veux vivre les belles choses, tu peux vivre des belles choses sans être riche. Parce que cette course à la richesse, des fois, emmène nos jeunes et moi-même dans des choses qui ne sont pas bien. À croire qu'il faut toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je vois en vérité, même si c'est le paradoxe de je suis SDF, mais je vis des choses que même des gens pleins de thunes ne vivront pas. Ou n'auront pas le courage d'aller vivre, tellement ils sont près de leurs sous. Et là, c'est monumental. J'avais peu d'économies, mais j'ai été vivre 5 mois en Tanzanie, dans un, je pense que c'était, comment on appelle ça, une réserve naturelle, c'est là-bas. Moi, là où je vivais, c'était un village qui s'appelait Sokoni. Enfin, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, et qui était à proximité des terres Maasai. Donc, chaque semaine, j'allais chez une tribu que j'ai côtoyée pendant plusieurs semaines. Et tu reviens à Paris? Je reviens à Paris. Tu te rencontres ta femme, tu te remaries? Non, alors ma femme m'a rejoint là-bas. Ah, d'accord. On n'était pas mariés à ce moment-là. D'accord. En fait, j'ai fait un appel aux volontaires. J'étais en Tanzanie. J'ai dit, il y a des homestays, des maisons là où vous pouvez dormir. Qui veut me rejoindre? Il y a des actions à réaliser.
il y a des maisons où dormir, qui veut me Ok, réaliser. D'accord. Il y a 12 personnes qui sont venues, parmi lesquelles celle qui est devenue par la suite mon épouse. Et en fait, il y a un homme aussi de 40 ans qui est venu avec son fils. Il est venu en Tanzanie et on s'était pas vu pendant une semaine parce que moi, j'étais concentré dans mes actions, lui aussi. La fin de la semaine, on se retrouve à faire une randonnée ensemble. On monte la montagne pour aller dans une cascade. Et il me dit, excuse-moi Najib, Amélie elle est avec nous hein, à ce moment-là, ma future femme. Il me dit, Najib, je comprends pas, c'est quoi ton délire là? Et juste explique-moi, tu vas vivre toute ta vie comme ça? Je lui dis, bah écoute, moi j'étais marié pendant 5 ans. Là, je découvre c'est quoi la vie. Donc, je pense que ouais, je vais rester comme ça pendant longtemps. Mais tu vas pas te remarier, tu vas pas te. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Il me dit, écoute, moi juste, je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. Hein. Il avait la quarantaine passée. Il m'a dit, moi, mes amis qui ont 40 ans passés, ils ont deux types de regrets. Les célibataires. Hein. Première forme de regret, ils regrettent de ne pas avoir été plus indulgents avec les femmes. Parce que chaque fois qu'une femme rentrait dans leur vie, ils commençaient à la critiquer. Non, mais elle est comme ci, elle est comme ça, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Au final, 40 ans passés, ils n'arrivent plus à vivre avec quelqu'un. C'est fini, ils ont goûté à cette liberté, cette solitude. Ouais, c'est vrai que c'est... Deuxième forme de regret, 40 ans passés et ils n'ont pas d'enfant. Ah. Ça, Najib, t'en fais ce que tu veux. On arrive en haut de la cascade, on nage, on rigole, on se dispute, on fait la bagarre. Je redescends, je me dis, il faut que je rentre en France et que je me marie, c'est pas possible. Et à ce moment-là, comme avec le doigt et mon ex-femme, tu vois, je me dis, je commence à refaire toute la scène. Je me dis, bon, je vais rentrer. Période d'essai, je vais vivre chez ma mère pendant un moment. Période d'essai, je vais avoir un CDI. Quand j'ai le CDI, je me marie. Mais en fait, si j'ai un CDI, je serai plus moi-même parce qu'en fait, il faut que je me rase la barbe, il faut que je me douche, faut que je me taille les cheveux, faut que... Mais ça veut dire que la personne qu'elle va me rencontrer, elle va pas me rencontrer Najib. Et ça, j'en parle à... Il y a un autre ami à moi qui était là et il me dit, au même moment, tu vois, au moment où je me posais toutes ces questions, il me dit, pourquoi tu vas pas à Zanzibar, Najib? Moi, j'étais en terre Maasai. C'est rustique quand même Ouais, et comme puis condition. c'est vraiment des tribus autochtones, ça, les Maasai. Mm. Donc Et c'est Zanzibar, pas... ouais, Zanzibar, c'est c'est la musulman en plus. Ouais, c'est musulman et c'est la détente, tu Ouais, vois. ouais, c'est plus développé. Et je dis à mon ami, écoute, moi j'irai à Zanzibar le jour où je serai marié. Pourquoi est-ce que je vais y aller tout seul là? Je vais faire quoi tout seul? J'irai avec la femme de ma vie. Et il me dit, bah pourquoi tu vas pas avec Amélia? Amélia qui était là du coup. Le doigt, juste pas loin. Ouais, toujours le doigt. Ah, le fameux doigt. Ah, ouais, Qui montre Inch'Allah, beaucoup de choses. Barak. Je me dis, bah, c'est vrai, on s'entend bien, on fait de bonnes actions ensemble, il y a une belle dynamique, belle collaboration. Bah, tu sais quoi, on va la demander en mariage. À Zanzibar, il y a des imams en plus. En plus, bon, on était. Bon, après, j'ai Un fait mariage juste la direct. proposition à ce moment-là, et après, alhamdoulilah, les choses Alhamdoulilah, se sont ça bien s'est faites fait. dans l'ordre, et on a fini ensemble jusqu'à ce que, donc voilà, je rencontre cet homme. C'est vraiment magnifique. Wallah, tu vois, moi, je suis très touché déjà que j'ai l'honneur, en tout cas, de découvrir quelques mystères que la boîte de Pandore, comme on dit, est ouverte ici même sur le podcast de MPGS, Mon Petit Grain de Sel. Et là, on va arriver à la fin, parce que j'espère qu'on fera d'autres épisodes ensemble où on racontera la suite. Et Wallah, je suis vraiment touché, parce que toujours, c'est toi qui nous permet de nous ouvrir. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu as pu t'ouvrir un peu. Et j'en suis vraiment flatté et honoré. Et j'espère que voilà, et puis tous les gens qui te suivent pourront voir en tout cas cette vidéo et apprendre à te connaître un peu plus. Parce qu'en vérité, en apprenant à te connaître un peu plus, tu rentres un peu plus dans le cœur. Déjà que tu y étais beaucoup. Prends pas trop de place, s'il te plaît. Hein? Et tu sais, moi, j'ai toujours ce rapport à ce que je suis de base. Un jeune de cité, un jeune de banlieue qui a vécu avec plein de barons invisibles. Et quand je vois ton parcours,
Je me dis, mais purée, ça pourrait sauver tellement de nos jeunes, tellement de nos petits frères et de nos enfants, parce que moi j'ai des grands-enfants aujourd'hui, que de vouloir vivre ce que l'on a envie d'être. Avec certaines règles, certaines convictions, certains attachements, parce que là, je suis content d'avoir découvert ce Najib qui a un attachement à sa famille, sa vie, ses convictions, et surtout qui n'est pas un ouf. Parce qu'en réalité, tu as cette... je parle en tant que grand frère, en tant qu'ancien, tu as toujours eu ce truc de rationalité. De se dire, ok, mais il y a ça, il y a des limites à ne pas dépasser, des choses à faire, tout en kiffant avec peu. Et voilà, moi, quand je vois ça, je vois mon petit frère Najib qui kiffe, mon frère, vit, fait, va à la rencontre de l'autre, et toujours avec le bon comportement. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi, que j'aime beaucoup, c'est ce bon comportement. Et à la fin, j'ai une petite tradition dans la fin du podcast, c'est toujours un peu comme tu m'as fait dans notre échange, mais d'une autre façon plus simplifiée, c'est si là, tu devais regarder dans le miroir le petit Najib, quel conseil tu lui donnerais au moment où il n'a peut-être pas mis son petit grain de sel, et en fait, tous ces petits Najib qui te regardent, ou ses petites sœurs, ses petits frères, ou même de ton âge ou plus âgés, quel conseil tu leur donnerais dans ces moments de on va dire, de non, de perte de pied dans ce bassin de la vie qui est très, très, très vaste et qui nous permet de ne pas se retrouver. Franchement, les premières choses qui me viennent en tête, c'est... je dirais que j'ai aucun conseil à te donner. J'ai aucun conseil à te donner et parfois, j'aimerais que toi, tu sois là devant moi pour me conseiller. J'aimerais que toi, dans tes silences, dans la fraîcheur de ton regard, dans la pétillance de cette vie qui t'anime, j'aimerais parfois que ce soit toi, tu vois, qui me conseille. Tu sais déjà tout, peut-être bien plus de choses que moi aujourd'hui. Même après avoir rencontré les Maasai, même après avoir longé cette autoroute, je dirais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En fait, c'est lui qui a fait ce que tu as aujourd'hui. Exactement. Eh ben, c'est une très belle réponse. Je te remercie. Merci à toi. C'était dingue, c'était charmé. Et j'espère que les gens vont en profiter et puis qu'Allah te préserve. Et puis, on arrive à la fin. Mon petit grain de sel, c'était très intense. Je crois que c'est un des plus longs formats qu'on a fait. Et on aurait pu continuer jusqu'à demain matin avec Najib quand on est ensemble. Je vous remercie. Abonnez-vous, partagez ce contenu. Partagez-le. Le but n'est pas de faire des millions de vues, mais c'est de le partager au plus de personnes, que ça aidera à changer leur avenir ou à prendre de bonnes décisions et de mettre leur petit grain de sel. Mettez un pouce, je sais pas comment ils disent les mecs qui font les YouTube, là, YouTubeurs, mais Hassoul, voilà, ajoutez, partagez et surtout regardez avec attention. Merci à vous et puis au prochain épisode.